l'adoption de la dernière séance du conseil municipal. Il n'y a pas eu de remarques, d'observations sur le compte rendu. Donc nous pouvons le considérer comme adopté et je vous en remercie. Et nous pouvons donc, si vous en êtes d'accord, rentrer dans cet ordre du jour qui est un ordre du jour important et qui va débuter, si vous le permettez, par une communication. J'ai souhaité que nous puissions effectivement faire une première partie du conseil municipal qui soit une partie de communication et d'information sur un des dossiers les plus importants qui touche énormément de nos administrés, qui nous touche à tous, le schéma de mobilité de Bordeaux Métropole, dont vous avez eu bien sûr connaissance, sur lequel il y a eu beaucoup de commentaires d'effectués, notamment dans la presse, dans les médias, et qui montraient, si besoin est, donc l'importance de celui-ci. Et je vais me permettre en quelques mots de pouvoir en faire rejaillir, si j'ose dire, tous les éléments prioritaires. Auparavant, un petit mot quand même, et c'est suffisamment important, sur ce que nous pouvons constater sur ce que j'ai appelé ou ce que j'appelle la rentrée. Nous sommes au début du mois d'octobre et après tous les éléments contraignants auxquels je faisais allusion sur le plan de la santé, des préoccupations de santé qui évoluent, vous le voyez, puisqu'un certain nombre de dispositions vont d'ailleurs s'appliquer à partir de lundi et vont permettre de faire évoluer l'aspect réglementaire. Comment cette rentrée s'est effectuée dans notre ville depuis la mi-août, si j'ose dire, et que ce que nous avons pu à la fois mettre en place et organiser, et puis que la ville ait pu retrouver progressivement ainsi les équipements, les actions, tout ce qui a pu être proposé. Et je dois souligner que en ce 1er octobre, nous pouvons constater que nous avons effectivement effectué la rentrée d'une façon extrêmement positive. Et autant le dire, lorsque l'on constate, parce que nous avions quelques inquiétudes sur ce que j'avais appelé, vous vous en souvenez, le retour. Est-ce que, après cette période de confinement, lorsque nous abordons, c'est vrai, une année qui se situe souvent, que ce soit pour les associations, pour la mise en place de nos politiques, pour le volet éducatif, sur le rythme scolaire, est-ce que, en ce mois de septembre, nous pouvons avoir un regard plutôt positif sur tout ce qui a conduit finalement à faire en sorte que beaucoup d'enfants, d'adolescents, de familles aient retrouvé ainsi dans les différents domaines les cadres classiques qui étaient proposés dans notre ville et permettant ainsi de donner envie et de développer tout simplement ce qui est au cœur de ce que nous portons dans ce conseil municipal. Je dois dire qu'effectivement, depuis la mi-août, lorsque nous avons proposé sur cette place Aristide-Briand, dans la continuité de Bel Été, dont l'évaluation a été faite ce matin, et qui a été, je crois, une action extrêmement positive, avec là aussi des prises en compte par quartier des attentes et des besoins de nos familles. Et donc, lorsque, à la mi-août, nous avons retrouvé avec le marché gourmand, place Aristide-Briand, vous vous souvenez que nous avions été amenés à reporter le traditionnel feu d'artifice et à choisir une période et un moment plus adaptés. Ce fut également une belle réussite que ce feu d'artifice sur les bords de Garonne. Et puis nous avons organisé une rentrée sportive, associative, autour du stade de la Doumègue, qui fut là aussi extrêmement intéressante, avec beaucoup de participants, et une volonté que nous avons bien ressentie pour ceux et celles qui ont participé, ainsi des enfants, des familles, de retrouver les disciplines sportives, de s'informer sur les nombreuses associations de la ville, et ainsi nous pouvons observer que ce tissu associatif, ce qui est proposé
sur tous ces plans de développement, de parcours de réussite, a été extrêmement intéressant. Et puis, ce fut le tour de la rentrée culturelle, où, avec une innovation permettant de travailler sur une période plus longue, une semaine, et nous avons vu ainsi, sur l'école municipale de musique, de danse et de théâtre, sur tout ce qui était proposé au sein du pôle culturel, l'attractivité de ce qui ainsi est proposé sur cette saison qui se dessine donc 2021-2022. Donc, tout d'abord, je crois qu'en tant que maire, je peux tenir un certain nombre de propos rassurants sur ce retour, et bien évidemment sur ce retour vers ce qui est la priorité de nos priorités dans la ville, la cité éducative, l'éducation, et depuis toute la chaîne, depuis l'accueil en crèche jusqu'à maternelle, élémentaire, collège, lycée, et on voit bien que notre ville ainsi a pu retrouver progressivement tous les élèves et à nouveau se projeter vers ces parcours éducatifs, vers cette cité éducative qui joue un rôle vraiment essentiel et moteur dans notre ville. Voilà pour la rentrée. Il était quand même important qu'en tant que maire, au moins je souligne cela. C'est très partiel par rapport à tout ce qui a pu être vécu de fort au cours de ces dernières semaines. Et c'est plutôt rassurant que d'observer que ainsi notre ville, avec tout son tissu économique, retrouve petit à petit toutes ses marques, si j'ose dire, et nous permet d'envisager cette année 2021-2022, comme nous le verrons à travers nos délibérations, avec dans un cadre, un environnement qui peut apporter ainsi plus de sérénité à chacune et chacun d'entre nous. Et je pense que c'était important de le souligner. Et puis la métropole a retrouvé aussi, ainsi que les autres collectivités, leur première grande délibération pour tracer là aussi leur politique, et région, département et métropole, avec, sur le plan métropolitain, et je souhaitais m'y arrêter un peu en ce début de conseil municipal, ce schéma de mobilité. Avec cette présentation qui a conduit toute une journée pour les collègues qui y sont présents à des débats que j'ai trouvés pour ma part très intéressants, vous l'imaginez, riches, et puis surtout quand même qui portent sur une première préoccupation des familles, se déplacer, quelles que soient les modalités de déplacement, pour nous, leur montée, mais également pour tous les habitants du département, comment ainsi, à travers ce qui peut être porté par la métropole, là aussi sont apportés ou peuvent être apportés un certain nombre de réponses d'aujourd'hui et de demain, et ce n'est qu'un schéma. Donc un schéma, il trace des orientations, il valide un certain nombre de propositions. Il est intéressant, il est ambitieux, et pour notre part, nous qui siégeons à la métropole depuis quelques années, je dois souligner que c'est vraiment la première fois où nous avons un tel niveau de débat, une telle qualité également dans la préparation, même si, bien sûr, tous les espaces de consultation sont toujours jugés insuffisants, mais on voit bien qu'il y a eu de très gros efforts d'effectuer pour faire en sorte que ce schéma de mobilité puisse être le plus possible porté à la fois par les habitants, les associations, et puis par tous les objectifs, également par tous ceux qui sont concernés par ce schéma de mobilité. Avec une analyse, vous le voyez, vous l'avez sans doute vu, qui permet de marquer. Vous voyez, nous avions annoncé l'arrivée de Kéziban, et je la salue, et donc je poursuis sur ce schéma-là de mobilité, en sachant que donc on voit bien à travers ce schéma un certain nombre d'éléments forts, et je me limiterai simplement pour notre ville de Lormont à souligner quels sont ces éléments forts et qui marquent quelque part ou de nouvelles orientations
ou de nouvelles perspectives qui peuvent et qui doivent être intéressantes pour notre ville. D'abord, on le voit bien, nous sommes une métropole avec 77 km de tramway. Donc sans doute celle de France qui a le réseau aujourd'hui le plus important. Et l'un des choix qui est bien mis en avant, c'est de s'appuyer sur le ferroviaire pour compléter ainsi ce réseau de tramway. Ferroviaire avec le TER, toutes les liaisons qui vont ainsi permettre de favoriser l'utilisation du rail pour les mobilités, pour le fret également, mais c'est un élément fort dans ce schéma de mobilité. Tramway, ferroviaire, le bus, les bus express, les bus rapides, permettant ainsi, avec des voies dédiées, de pouvoir aller le plus vite possible d'un point à un autre. Et donc ce sont quand même des éléments forts, parmi beaucoup d'autres, mais qui marquent quelque part un tournant dans la façon avec laquelle, la manière avec laquelle sont appréhendées ces mobilités au sein de la métropole et aussi en lien avec ce qui est sans doute un élément fort, avec les autres territoires. C'est-à-dire que ce que nous disons depuis des années, les réponses ne sont pas exclusivement intramuros. S'il n'y a pas de dialogue à un échelon départemental ou régional sur le ferroviaire, s'il n'y a pas cette volonté de contractualiser avec les autres territoires au-delà de ce que nous vivons, de la rocade, du territoire propre de la métropole, il est évident que les réponses ne pourront être que partielles. C'est ce qui est proposé, c'est-à-dire un travail avec le Libournais, Saint-André, le Langonnet, et puis le bassin pour la partie ouest. Je n'évoque pour ma part plus particulièrement que ceux qui concernent effectivement la rive droite et ce territoire rive droite. Des points forts également qui marquent ce schéma, c'est tout ce qui rentre dans le cœur des mobilités douces. La marche, avec un plan marche, un plan vélo, faire en sorte qu'on puisse ainsi donner envie à celui qui vit en métropole de pouvoir se déplacer autrement, avec toutes les dimensions qualitatives, environnementales, de qualité de vie, de santé également, qui sont importants. On voit bien qu'à travers ce schéma, il y a une volonté forte qui, non pas uniquement à Bordeaux et en cœur de ville, mais d'une façon beaucoup plus large et globale, vise à essayer de porter la marche, les déplacements doux, avec une prise de conscience aussi, comme certains le font d'ailleurs, j'ai pu l'observer il y a quelques instants, du fait que se déplacer d'un point à un autre, bon, mais si on mesure le temps, on va aussi vite que de prendre une voiture. Voilà. C'est un élément fort de ce schéma de mobilité. Pour Lormont, c'est extrêmement important. Parce que ce que je souligne souvent en tant que maire, c'est que quelque part, l'atout maître de la ville, c'est bien le fait que de son logement, tous les services qui aujourd'hui sont proposés font que le mot proximité, on peut vraiment y mettre une majuscule sur ce mot-là. Voilà, c'est un atout maître. On peut aller avec un déplacement limité, moins de 5 minutes la plupart du temps, aller vers les commerces, vers un pôle culturel, vers des équipements sportifs, le tramway, le bus, le fleuve. Le schéma de développement également des équipements fluviaux est un élément important. Dans notre ville, la marche, le vélo, le fleuve, le tramway où nous sommes bien desservis, ce que j'évoquais avec les autres territoires qui peuvent permettre peut-être par ce travail extrêmement important de réponse extramuros de pouvoir apporter un mieux à ce que nous vivons au quotidien, c'est, me semble-t-il, extrêmement intéressant pour la ville de Lormont. Nous sommes, nous, concernés par le fleuve, avec, vous l'avez vu dans les annexes, des équipements qui se projettent sur l'Issandre, sur les quais, bien évidemment, en bordure de la place Aristide-Briand. Et puis, un ou deux points forts
qui sont au stade des études, mais sur lesquels il peut y avoir des avancées assez rapides. D'abord, un téléphérique. Alors on en parle depuis maintenant 2 ou 3 ans. C'est quelque chose que nous portons d'une façon extrêmement forte. Téléphérique, Butinière, Lissandre, Achard, où on voit bien tout l'intérêt, en une dizaine de minutes, de relier la ligne A du tramway avec la liaison qui est également créée Presqu'île, et non pas uniquement Bassins-Campus, mais Presqu'île-Campus, et puis l'autre côté, la liaison avec Achard et avec la Cité mondiale du vin, avec des dimensions à la fois de mobilité au quotidien, parce que ça peut permettre un allègement dans la ligne A du tramway qui est souvent très très recherché, un allègement, et qui permet ainsi de pouvoir à la fois répondre sur le plan de la mobilité à un déplacement rapide permettant le franchissement du fleuve, mais également sur des dimensions qui sont également un atout de Lormont, le tourisme, d'avoir une attractivité économique et touristique qui me semble, pour ma part, extrêmement importante. Donc le téléphérique, et puis vous avez également dans le schéma des études qui sont lancées sur un pont sur la partie nord. Et ça fait des décennies que l'homme bute depuis la réalisation du pont d'Aquitaine sur comment je fais pour franchir sur la partie nord entre le pont d'Aquitaine, l'estuaire ou le bec d'Ambès. Et il est évident que cette étude-là, où moi, pour ma part, j'ai fait une proposition d'un véritable pont urbain permettant de desservir et de franchir le fleuve en bas de la côte de Garonne, un pont levant, un pont ouvrant, comme l'on veut. Techniquement, ça se fait. Il suffit de regarder beaucoup de pays en Europe qui ont réussi, ou très rapidement. Voilà. Et ça peut aussi, me semble-t-il, donner de belles perspectives de développement dans les années qui viennent pour notre ville. Un pont, c'est 8-10 ans. Le téléphérique, ça peut aller plus vite, 5-6 ans. Toulouse, Brest fonctionne. Téléphérique, vous regardez, c'est en termes de coût 2 kilomètres de tramway. L'ensemble du schéma de développement du fleuve que j'ai l'honneur de porter à la métropole, c'est 2,5 km de tramway, en termes de coût et de budget. Parce que vous imaginez les économies sur les aménagements en surface, etc. etc. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans le schéma, alors je ne sais pas si les avancées dans l'opérationnel seront aussi rapides que je le mets en avant. Il faut toujours faire preuve d'humilité, et c'est mon cas. Mais là, on voit bien qu'il y a de belles perspectives pour Lormont, pour la rive droite, et ça me semble intéressant de souligner cela. Et bien évidemment, derrière ce schéma, il y a tout le travail qui doit être fait, je l'évoquais en tout premier, sur ces préoccupations de décongestion, mais également de santé, comment on décarbone, parce que la santé, c'est la priorité numéro 1, et comment on fait en sorte qu'on puisse porter un certain nombre là de grandes décisions rapides, améliorant ainsi cette situation. Voilà un petit peu, je ne veux pas être trop long sur ce schéma. J'ai souligné une partie des éléments positifs. Vous l'avez, c'est une information que je me permets de vous communiquer. C'est un document cadre qui fait plus d'une centaine de pages, mais en tant que conseiller municipal, et je pense que quel que soit notre regard, on est quand même sur des questions de mobilité ou des questions dans notre ville et dans notre projet de ville qui dépassent les différences idéologiques, etc. On est là pour essayer d'apporter des réponses d'une façon extrêmement pragmatique aux préoccupations, voilà les questions de mobilité qui peuvent se poser, aux préoccupations qui sont aujourd'hui les nôtres. Sur ce schéma, 2 éléments qui me conduisent à souhaiter qu'il y ait sur ce schéma un regard
tout particulier pour faire en sorte qu'on puisse bien avancer. D'abord, la première difficulté, c'est vraiment la rocade. C'est-à-dire que lorsque l'on évoque aujourd'hui toutes les perspectives du schéma, sur le plan santé, sur le plan qualitatif, la qualité de l'air, le bruit, on se retrouve pour des raisons où je suis peut-être avec quelques-uns ici très à l'aise pour en parler, puisque j'ai porté pour ma part quelque chose pendant toute ma vie qui ne s'est pas réalisé, mais que je continue à penser comme étant vraiment l'une des réponses qui aurait permis d'améliorer d'une façon importante, très importante, les choses. Je veux faire allusion, bien sûr, à cette rocade qui est un véritable axe d'accueil de tous les poids lourds qui, depuis la liaison nord de l'Europe jusqu'au sud, traversent ainsi le cœur de la métropole. Voilà, avec toutes les préoccupations. Alors je faisais allusion, bien sûr, au grand contournement qui n'a pas été réalisé. Je ne reviens pas là-dessus, mais il est évident qu'on aurait aujourd'hui des débats, avouez-le, complètement différents sur la rocade que ceux que nous avons aujourd'hui. Sur la rocade, il a été proposé, j'y adhère, l'idée de mettre en place un groupe avec notamment les services de l'État, puisque la rocade, c'est l'État qui pilote, pour qu'un certain nombre de décisions puissent ainsi être portées. Elles seront sûrement douloureuses, parce que c'est évident que aujourd'hui, en dehors d'un certain nombre de propositions contraignantes, le reste est beaucoup plus aléatoire. Et donc, et après, on voit bien sur chacun des dossiers la difficulté de rentrer dans des phases opérationnelles, le fret, bien sûr, sur rail, mais comment on protège du bruit aussi, ces axes de train, le fret fluvial, mais comment on répond aux ruptures de charge avec le tissu économique qui, lorsque un camion s'arrête et lorsque l'on met sur un bateau, ça a un coût supérieur pour transporter sur le dernier kilomètre, ce que nous souhaitons tous, en cœur de ville, des produits qui s'arrêtent en périphérie. Ça s'appelle la rupture de charge. Le fret, c'est comment on protège les voies, parce que amener 350 trains de marchandises en cœur de ville, c'est pas forcément sur le plan de la qualité environnementale ce qui peut être porté. Voilà. Donc, première préoccupation, la rocade. Et là, je pense que c'est à l'État, avec les collectivités, le débat avec les autres territoires. Parce qu'on sait tous que stocker des camions pour faire en sorte qu'ils puissent être à l'extérieur de la métropole et ainsi les réguler, oui, mais il faut que les autres territoires soient d'accord pour les stocker. Et aujourd'hui, ça ne se précipite pas pour réaliser des grandes aires permettant ainsi aux camions d'être stockés. Après, les taxes, d'autres éléments contraignants. Mais tout ceci, c'est devant et ce sont indiscutablement les politiques publiques et les politiques de l'État. Donc la rocade. Je crois que des réunions, des tours de table sont vraiment essentiels pour essayer d'améliorer la situation sur la rocade et rendre crédible un certain nombre d'éléments qui sont développés dans le schéma, qui, vous en conviendrez, si on n'intervient pas sur la rocade, ensuite c'est difficile de travailler sur une zone à faible émission à l'intérieur de la rocade, contraignante pour les automobilistes, si on n'a pas une démarche également forte sur la rocade. C'est un des points faibles. Faible, j'utilise le mot faible par la difficulté de la tâche pour apporter des réponses opérationnelles et crédibles, qui sont en débat depuis des décennies. Donc, lorsque je dis faible, ce n'est pas un qualificatif au schéma. C'est les difficultés de mettre en place sur une rocade où vous avez aujourd'hui à peu près une file et demie occupée par les camions en permanence. Voilà. Donc, qui traversent, qui n'apportent rien ni au commerce local, ni... Voilà. Et puis, le deuxième élément qui est important et qui concerne, à mon sens, les territoires extérieurs à la métropole, c'est qu'il faut que ces territoires-là, hors rocade, mais même hors métropole, se mobilisent davantage sur ce que nous avons fait, nous, avec
butinière, c'est-à-dire qu'il y ait davantage d'air ou de parking permettant à l'automobiliste de déposer sa voiture et de monter dans un bus ou de monter dans un train. Voilà. Et on voit bien que dans le schéma, en dehors d'Artigues, qui a fait une proposition qui complète celle de Montussan, celle vers le Libournais, on voit bien que ça ne se précipite pas non plus pour essayer de mettre en place des aires de stationnement qui permettraient d'améliorer ainsi la situation avec des connexions vers ces bus express qui se dessinent depuis Saint-André-de-Cubzac, depuis le Libournais, depuis le Créonais également, et qui peuvent améliorer les choses. Voilà ce que je voulais exprimer un peu en communication. Surtout, c'est une invitation de ma part, en tant que maire, à vous plonger, si j'ose dire, dans ce document qui est accessible, qui est à portée de tous. Vous avez en plus avec des annexes qui sont suffisamment précises pour que chacun puisse regarder et apporter ainsi son commentaire. Et si je l'ai mis en début de ce conseil municipal, c'est que je pense que la mobilité, la population lamontaise, elle est intéressée par ces questions de mobilité. Pas que par ça, ou que pour ça, mais ces questions de mobilité, croyez-moi, elle s'y intéresse. Surtout un vendredi soir, comme nous le connaissons, par exemple, aujourd'hui. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais un petit peu vous exprimer en communication, pour vous inviter à regarder ce document, schéma de mobilité de Bordeaux Métropole, et à souhaiter que vous puissiez ainsi être quelque part partie prenante aussi des orientations ou des décisions. Oui, Madame Juquin. Ça vient, regardez. Monsieur le maire, merci, mes chers collègues. En tant que conseillère métropolitaine siégeant à la commission mobilité, je souhaiterais juste ajouter quelques petits détails complémentaires aux commentaires de Monsieur le maire sur ce nouveau schéma des mobilités, si vous me le permettez. Bien sûr. J'insisterai sur une des nouveautés de ce schéma dont vous avez parlé, qui est la meilleure prise en compte des enjeux de la rive droite. L'énorme travail des élus de Lormont a ainsi pu être reconnu. Pour ma part, j'ai eu la chance de partager mon travail de synthèse avec les élus des autres villes de la rive droite et j'ai eu la chance de pouvoir le présenter au vice-président aux mobilités de la métropole, Clément Rossignol, qui en a largement tenu compte, ainsi que les techniciens, et je les remercie vivement ici. Je vais juste vous en donner quelques exemples de ces nouveautés particulièrement sur la rive droite. Un bus express avec une desserte bien cadencée et régulière est prévu pour lier Artigues à Carbon-Blanc en passant par les 4 pavillons et donc Lormont. Je ne reparle pas de la presqu'île puisque monsieur le maire en a parlé. Le nombre de bateaux cubes va augmenter en commençant par 2 nouveaux bateaux dès 2023. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce schéma, si vous l'avez vu, c'est que c'est daté et c'est des dates quand même pour beaucoup de choses assez proches. Enfin, pour tout ce qui est collectif, c'est proche, même si ça ne paraît pas proche pour une famille. Et une station V-Cube, dont des V-Cubes électriques, sera installée à l'arrivée du Bat-Cube à Lormont, là maintenant, c'est-à-dire en 2022. La place au mode doux, c'est-à-dire les vélos, les piétons, les bus, sur tous les ponts, va augmenter, y compris les nouveaux ponts. La part belle aux piétons sur la passerelle Eiffel sera faite. La passerelle va être refinie et ce sera surtout pour les piétons. Le tram A va être robustifié, c'est le terme qui est écrit dans le schéma. En fait, il faut entretenir ce tram qui est déjà ancien, il faut le consolider et il faut un petit peu accélérer les connexions, par exemple à Porte de Bourgogne, etc. Vous pourrez le voir aussi dans le schéma. L'aménagement du stationnement des voitures à l'extérieur de la rocade, accompagné d'un système de bus express pour rentrer en intrarocade est prévu. Les boulevards rive droite, en continuité des boulevards rive gauche, vont
depuis le pont Saint-Jean, atteindre le pont Chaban-Delmas, par la rive droite. Ce lien de pont à pont bouclera la future ceinture des deux rives. Alors, les boulevards, ils changent un petit peu d'image. Pour l'instant, boulevard, on imagine voiture, voiture, voiture à fond. Mais là, c'est des boulevards, les futurs boulevards de ce plan, de ce schéma. C'est des continuités piétonnes et cyclables qui prendront plus de place, des bus et des couloirs de bus. Et donc, cette ligne de pont à pont est prévue pour 2024. Le réseau sécurisé pour les cyclistes, appelé dans ce schéma réseau cyclable à haut niveau de service, devra faire 236 km. Au niveau de service, c'est-à-dire qu'il y aura le moins possible de discontinuité, si possible pas du tout, des sites propres où les vélos seront en sécurité. Et très large, où les vélos pourront rouler de front, par exemple 2 vélos peuvent rouler de front, et un confort accru pour les vélos. Vous imaginez évidemment qu'on est obligé de diminuer un petit peu la part de la voiture, mais bien sûr les voitures sont toujours là. En complément du plan global vélo et du plan marche en cours de réalisation, l'apaisement de nos quartiers est au programme. Lormont, par exemple au hasard, s'apprête à étendre le nombre de ses rues en zone 30. Là, Geoffrey pourrait nous en parler en détail, mais bon, on est un peu dans le résumé. Quant à la promotion de l'autopartage et du covoiturage, elle devra se faire avec le département, avec la région et avec l'État, ainsi que le RER girondin, qui nécessite en plus, lui, des négociations plus qu'ardues avec la SNCF. Mais en utilisant le réseau existant des TER, nous pourrons franchir rapidement le fleuve, les autoroutes et la rocade, et cela directement depuis les territoires les plus éloignés, Saint-André-de-Cubzac, Libourne, Castillon et même au-delà. Partout où il existe, le réseau ferroviaire présente les temps de parcours les plus compétitifs et les plus grandes capacités de transport. Pour qu'il soit massivement utilisé, il est prévu des trains beaucoup plus fréquents, toutes les demi-heures pour commencer, avec un espoir d'arriver au quart d'heure. De nombreux habitants de la rive droite, à faible revenu, seront encouragés à utiliser ce moyen de transport si nous parvenons à inclure le trajet en train dans le billet unique déjà obtenu pour les autres moyens de transport en commun. Afin de profiter encore mieux du futur RER, que j'appellerai aujourd'hui le métropolitrain, je vais porter à la Commission Mobilité de la Métropole notre demande d'une étude de faisabilité de la réouverture des haltes ferroviaires du Bas-Lormont et de l'Archevêque sur le plateau. Tout un programme. En guise de conclusion, pour faire rapide, je pense que ce schéma des mobilités nous encourage à essayer le vélo électrique, par exemple, qui consomme très peu en comparaison d'une voiture. De plus, il roule à 25 km/h et le passager fournit une part de l'énergie. En s'équipant de sacoches, de capes de pluie et de crème solaire, il peut nous permettre de ne plus dépendre de la voiture, qui pour effectuer des trajets bien inférieurs le plus souvent à 8 km, émet du CO2 et bien d'autres polluants en grande quantité. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie et vous invite à nous projeter ensemble vers une ville et une métropole apaisée et saine pour notre plus grand confort. Merci. Y a-t-il d'autres déclarations? Madame Casanova. Bonsoir. Oui, j'ai lu ce rapport, qu'effectivement la métropole a été obligée de faire, confrontée à une difficulté toujours croissante dans les déplacements, aux problèmes de stationnement, de pollution, on le sait. Bon, le tram est arrivé à saturation, d'après ce qui est dit, et il dit que prolonger ces lignes coûte cher et ne règle rien.
Donc il est question effectivement de ces bus à haute qualité de service dont on ne sait pas encore trop grand-chose. Et aussi au RER qui consiste effectivement à mettre en continuité des lignes de TER, à l'exemple de Libourne-Arcachon, et avec la perspective d'une augmentation des fréquences et des tickets communs valables sur le RER et le réseau KBM. Ça serait le minimum car ces trains circulent très peu. Celui de Libourne-Arcachon, il n'est pas vraiment très... Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y aurait aussi le projet effectivement du téléphérique, peut-être effectivement entre la Butinière et la Cité du Vin, dont M. Anziani dit que ça va permettre d'accentuer la circulation, mais aussi l'attractivité de la métropole pour le tourisme. Pour plusieurs villes, dont ici effectivement ça vient d'être dit, c'est la généralisation du 30 km/h, où c'est déjà le cas à cause de très nombreux bouchons, sauf sur quelques grands axes. Une importante augmentation des zones piétonnières, comme ça vient d'être dit, et en corollaire, la volonté de favoriser la circulation à vélo et la marche dans une ville apaisée, selon les mots de l'adjoint chargé de la circulation. Pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que ce plan de mobilité, décidé en haut, sans que la population concernée ne s'en mêle, s'il peut apporter quelques améliorations, ne résoudra aucun problème de fond. Pour cela, il faudrait déjà des moyens publics massifs, des embauches dans les services publics, territoriaux, mais aussi dans les transports, en particulier à KBM. Son dernier rapport en juin a révélé moins 33% versés aux délégataires, des recettes en baisse et un déficit en augmentation. Il n'y a pas assez d'effectifs dans les bus en particulier. En 2021, il y a eu 35 licenciements pour inaptitude, ce qui est beaucoup, et 27 démissions. 116% d'augmentation d'incidents par manque de personnel et des pannes des voitures vieillissantes. Tous ceux qui le prennent le connaissent. Le parc vélo vieillit aussi beaucoup pour ceux qui le prennent, et les tarifs augmentent tous les ans, toujours de 3%. Plus globalement, on voit mal comment ce schéma pourrait améliorer le sort de dizaines de milliers de travailleurs dont l'éloignement progressif de l'habitat de leur lieu de travail dû à l'explosion des loyers à Bordeaux et dans sa proche couronne les condamne à subir tous les jours aux mêmes heures des kilomètres de bouchons, à l'embauche comme à la débauche, avec tout le manque d'apaisement engendré. Moi, je veux bien qu'on prenne le vélo électrique, mais tout le monde ne peut pas prendre le vélo électrique pour aller travailler. Je suis pour le vélo électrique, je le prends, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Voilà. Aucun plan de circulation ne peut mettre fin à la fuite en avant vers l'asphyxie qui touche toutes les grandes villes, de plus en plus grandes comme les métropoles, conséquence directe d'une organisation économique et sociale soumise à la seule loi du profit et à l'anarchie propre de la production capitaliste. Monsieur Bordenave. Juste une remarque, non pas sur le plan de mobilité en tant que tel, mais plutôt sur les impacts sur la ville de Lormont. Maintenant qu'on sait effectivement quels sont les grands enjeux et les grandes nouvelles avancées que vous venez de détailler, la question c'est comment on se prépare aussi à l'afflux de personnes plus massives qui vont venir prendre le téléphérique, à l'afflux des Néo-Aquitains qui ne pourront pas prendre le TER ou qui vont arriver par la route, et comment on fait pour les nouveaux qui arriveront aussi pour prendre plus de bas de cube en bas de la ville. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est comment est-ce qu'on anticipe ces nouveaux qui vont arriver, comment on anticipe ces stationnements sur le bas de la ville, sur la Butinière, comment on fait pour relier le haut de la ville avec le bas de la ville, et ne pas oublier aussi les nombres d'habitants qui sont extra-rocades et qui aujourd'hui ont des difficultés à venir intra-rocades récupérer les transports bus et tramway. Donc on a aussi là aussi un enjeu intra-Lormont qui n'est pas forcément lié au schéma de mobilité en tant que tel, mais plutôt pour anticiper les changements des Aquitains et des métropolitains sur leur mode de transport. Oui, Madame Rochagneux. Oui, bonjour. Pour signaler que... Je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est bon. Oui, bien sûr. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Madame Casanova sur la fracture sociale que ce plan mobilité va créer en éloignant des personnes qui n'ont pas les moyens de vivre dans la métropole de Bordeaux et qui pourtant doivent aller tous les jours travailler à Bordeaux et qui auront des difficultés, et elles sont déjà grandes d'ailleurs, à se garer et à circuler dans Bordeaux. Donc je crains effectivement que ce plan mobilité agrandisse la fracture sociale qui existe déjà entre Bordeaux Métropole et puis les territoires ruraux qui sont aux alentours. Y a-t-il d'autres expressions? On a vu effectivement par rapport
à ces différentes expressions et ce schéma de mobilité, il est évident que, comme je l'ai exprimé, ce schéma de mobilité ne peut pas répondre à toutes les préoccupations. Notamment, nous sommes beaucoup plus mobilisés à l'intérieur de la métropole, c'est vrai, Lormont aussi, sur ce qui a été souligné, c'est-à-dire la réponse quand même aux préoccupations extra-rocades ou intramuros de notre population. Nous sommes là pour cela. En ce qui concerne ce schéma, je pense que c'est un schéma qui, avec des points sur lesquels une mobilisation plus importante, la rocade notamment, puisque c'est cette fracture-là c'est une évidence qui pose une difficulté majeure. Ce schéma, en fait, multiplie les outils dans la boîte à outils pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une réponse à la fois intramuros et extramuros au niveau de la métropole. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important à souligner. Parce que je peux témoigner que, il y avait peut-être dans le passé beaucoup plus un regard par rapport à, on l'a vu avec le tramway, avec toute une série d'éléments, sur des réponses plutôt à l'intérieur de la métropole et sans une accroche sur les territoires qui peuvent apporter réponse. Et c'est vrai que quand on observe aujourd'hui ces grandes migrations liées au travail, notamment à l'emploi, il est évident que c'est en matière d'aménagement du territoire où il faut qu'il y ait au niveau de la Gironde des améliorations sensibles permettant le développement économique d'un certain nombre de territoires girondins et ce développement économique, ce développement d'équipements pouvant permettre ainsi à des populations qui le méritent de ne pas avoir l'obligation d'aller rechercher en métropole des réponses qui sont des réponses sur l'accès au travail, sur l'accès à la formation et sur l'accès à l'insertion. Donc c'est aussi un élément, c'est pour ça que je l'ai évoqué en tout début de mes propos, qui est un élément, me semble-t-il, important, c'est que cette métropole souhaite aujourd'hui travailler avec les territoires à l'extérieur de celle-ci pour discuter, contractualiser et trouver des solutions qui soient des solutions également équilibrées, qui permettent de pouvoir apporter réponse à des territoires extramétropolitains qui connaissent aussi, et vous avez raison de le souligner, une fragilisation sociale qu'on peut bien sûr observer, que l'on observe sur nos propres territoires métropolitains. Donc ce sont des éléments qu'il était intéressant de mettre en exergue. Ce que je voudrais souligner, c'est un schéma. Un schéma, c'est un compromis, forcément, avec toute une série d'éléments. Je voudrais quand même souligner qu'il y a eu un temps de préparation quand même important, avec une très large co-construction, plus que consultation d'ailleurs, co-construction, cela a été souligné, avec les usagers et tous ceux qui étaient concernés par ce schéma. Et il me semble important au moins de mettre en avant ces éléments qualitatifs que nous pouvons souligner dans une période où on voit bien que malheureusement il y a une mobilisation beaucoup plus forte sur ces difficultés. Vous en avez un exemple actuellement, mais avec toujours notre volonté de faire en sorte que l'on puisse avancer et apporter un certain nombre de réponses dans les différents domaines. Voilà. Merci en tout cas pour cette expression, sur cette communication, et puis en vous engageant les uns et les autres à pouvoir effectivement, c'est un document cadre, mais c'est un document qui mérite de vivre, là aussi, et donc à le faire vivre dans le cadre des espaces qui seront créés et permettant de le porter avec les habitants et avec les usagers. Nous pouvons maintenant aborder le premier point soumis bien sûr à vote au conseil municipal, qui est le budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire, donc j'ai eu l'opportunité et l'occasion de le présenter déjà en conseil d'administration, en conseil municipal mardi privé, et puis de pouvoir répondre à toutes les questions et vous donner toutes les informations souhaitées. Donc, comme je vais reprendre un petit peu toute une série d'éléments qui me permettent de vous présenter ce budget supplémentaire.
notamment le fait qu'il s'agit bien sûr d'un document corrigeant le budget primitif que nous avions voté en décembre, me conduisant à prendre en compte un certain nombre de dépenses liées à la fois au contexte, mais également à ce que j'ai exprimé tout à l'heure sur le retour, sur comment on remet en circuit, si j'ose dire, le fonctionnement de tous les services, et avec des éléments permettant effectivement de pouvoir prendre en compte différentes demandes. D'abord, en dépenses, donc, vous voyez, en ce qui concerne la masse salariale qui, sur l'année 2021, sera en augmentation autour de 3,5%. C'est ce que nous avions mis en avant, qui est une augmentation ainsi permettant les recrutements qui étaient souhaités. Je pense notamment à un confortement important de la police municipale, des agents permettant de travailler sur tous les éléments de sécurité au niveau de notre ville. C'était également ce qui était porté ici. Et nous avons aujourd'hui une police municipale, je voudrais le rappeler, le souligner, avec 11 policiers municipaux, 3 ASVP, et nous en aurons un 4e dans le cadre de l'année 2022. Donc un effort important qui est fait sur ce plan-là également, en complémentarité et en respectant bien évidemment les engagements et la police nationale dans ses compétences. Mais ce que je voulais souligner là, c'est que ce qui est parfois exprimé en conseil municipal est bien sûr pris en compte dans les réflexions qui nous permettent de porter notre ville et de répondre ainsi aux préoccupations qui sont exprimées parfois dans cette enceinte. Sur les fournitures et prestations, nous avons bien sûr une augmentation sur les fluides. Cette enveloppe, chaque fois, nous la mettons plutôt en exergue au budget supplémentaire parce qu'elle nous permet de bien ajuster ainsi sur cette question des fluides. Et vous pouvez imaginer combien sur l'année 2022, il faudra être vigilant sur cette question-là parce que cette flambée au niveau des fluides dont vous avez les débats aujourd'hui dans l'actualité nationale, aura sans doute des répercussions sur notre budget 2022, malgré tous les efforts qui peuvent être faits. Nous avons pris en compte une dépense importante sur le budget informatique, avec le développement des outils du télétravail, qui, tout au long de l'année, a conduit notre personnel notamment à prendre en compte, et nos services prendre en compte ce télétravail, le déploiement de la fibre, et puis également donc 90 000 € sur l'entretien des espaces verts, avec notamment la prise en compte de la réglementation phytosanitaire, et qui nous a conduit à l'attribution d'un nouveau marché en mars, avec cette réglementation phytosanitaire qui n'a pas de prix mais qui a un coût. Et donc qu'il nous faut effectivement, qu'il nous fallait prendre en compte sur l'année. 55 000 € sur l'entretien des bâtiments et des interventions supplémentaires sur le parc de l'Ermitage, 50 000 € sur les chantiers participatifs. On en a conduit d'ailleurs à côté des chantiers qui ont été très pertinents. Sur les prestations Panorama, c'est le fameux festival intercommunal, mais ce sont des dépenses qui sont en décalé par rapport aux recettes qui avaient été encaissées en 2020. Un supplément sur les foulées littéraires, également, par contre, une diminution sur le marché des transports scolaires suite au changement de prestataire lié tout simplement à l'appel d'offres, puisque dans le cadre de la consultation, un prestataire a concurrencé notre prestataire habituel avec notamment une offre en diminution de 70 000 € et qui devait bien évidemment être pris en compte dans le cadre du marché des transports publics. Donc vous avez un crédit supplémentaire de 470 000 €. Sur le chapitre des subventions, nous prenons en compte les avances traditionnelles aux clubs sportifs, ce que nous faisons à chaque budget supplémentaire, puisque les clubs sportifs fonctionnent sur l'année scolaire, si j'ose dire, sur l'année sportive, et qu'ils ne peuvent attendre le mois de décembre pour pouvoir financer leurs licences, leurs dépenses, permettant effectivement le développement de leurs activités. Le fonds de soutien exceptionnel Covid, que nous avons attribué en mars, et les demandes de compléments
exprimée par 2 partenaires, l'association d'idées, qui est juste à côté, qui nous a fait une demande d'aide exceptionnelle de 22 000 € pour conforter son fonds de roulement, lié bien sûr aux difficultés que vous connaissez et qui ont été vécues tout au long de l'année 2020 et 2021 au sein de l'association d'idées. La Villa Valmont qui enclenche avec cette nouvelle structure, ses premières actions, et une fois bien sûr que le chantier va pouvoir être terminé. Ensuite, vous avez les opérations d'ordre. Les recettes sur ce budget supplémentaire seront constituées par la reprise de la réserve budgétaire, qui montait traditionnellement autour de 4 557 626,84 €. Et donc, nous prendrons sur cette recette 664 800 € et nous gardons en réserve 3 893 000, un petit peu parce que cette année 2022 qui se dessine est une année, je pense, sur laquelle il faut que nous ayons au niveau de la ville un autofinancement nous permettant de prendre en compte des dépenses de fonctionnement que nous ne connaissons pas, mais qui peuvent subvenir liées à des préoccupations de santé, liées également peut-être à un certain nombre de décisions ou d'orientations dans une année 2022 où il va y avoir de grands rendez-vous. Et en principe, ces grands rendez-vous peuvent parfois entraîner un certain nombre de dispositions ou de décisions que nous avons à prendre en compte sur le plan budgétaire. En investissement, nous avons donc... Alors là, sur l'investissement, je voudrais quand même souligner que nous avons un gros investissement que vous avez sous les yeux, qui est l'aménagement de l'esplanade de François Mitterrand, avec une déception sur l'année 2021, puisque nous avions souhaité bénéficier d'une dotation de soutien à l'investissement local de l'État, qui ne nous a pas été attribuée, de 600 000 € sur le plan de financement. C'est pour cela qu'une délibération va nous conduire à mobiliser davantage de fonds européens, puisque nous sommes toujours dans une démarche de soutien à l'investissement, et que là, nous devons prendre en compte effectivement le fait que cette dotation de soutien à l'investissement sur l'année 2021 ne nous est pas accordée. Sur l'aménagement entrée Parc du Haut-Carrier, également, où là nous avions positionné cet investissement avec 120 000 € de dotation, qui là aussi, pour nous, c'est pas une très bonne année 2021, mais je vais vous donner un certain nombre d'informations qui me font penser que le rattrapage sur 2022 va nous permettre de prendre en compte ces dossiers-là dans notre programme d'investissement 2022. Pareil pour la rénovation énergétique, nous avions proposé 445 000 € de subventions. Et là aussi, le financement est très limité sur l'année 2021 et par contre, il sera beaucoup plus important sur 2022. L'investissement informatique, nous n'avons pas eu de soutien sur le logiciel gestion des signalements, mais 2 subventions de 30 000 € chacune obtenues sur l'extension du portail usager d'ici, de l'ECG, la dépense ayant été inscrite au budget primitif. Donc, il conviendra d'inscrire 167 000 € pour l'opération lourde de décontamination de nos archives. Vous voyez que la décontamination de nos archives, là aussi, n'a pas de prix, mais a un coût, et que nous sommes amenés à payer. 167 000 € de décontamination de nos archives municipales. 100 000 € pour des grosses réparations entreprises sur le pôle culturel, mais sur le pôle culturel, vous le savez, nous avons l'intention de récupérer par action en justice cette dépense, et donc c'est quelque part une avance sur les travaux qui doivent être réalisés, donc permettant ensuite par action en justice de faire en sorte que les entreprises qui n'ont pas réalisé des travaux corrects puissent effectivement être condamnées, que nous puissions récupérer cette somme-là. 125 000 € de travaux sur le patrimoine scolaire que nous avons fait cet été. C'est notamment un modulaire supplémentaire au Grand Tressan et la réfection des cours à l'école Paul Fort.
Donc ce qui vous est proposé en conclusion sur cet investissement, c'est donc de pouvoir affecter en recettes, avec la reprise des opérations d'ordre, les subventions plan de relance investissement informatique 60 000 €, un complément de subvention de Bordeaux Métropole, notamment le solde de la subvention sur la salle de gymnastique La Doumègue, et la subvention du département sur l'esplanade François Mitterrand, 225 000 €, et la subvention du département sur le fil vert de Carrier. Donc cela nous conduira sur le programme d'investissement à, en fonction des informations que nous aurons sur la fin d'année, à mobiliser un emprunt pour pouvoir ajuster ce programme d'investissement, parce que nous souhaitons garder l'autofinancement en précaution par rapport à cette année 2022. Les informations complémentaires que je peux vous donner également sur la dotation de soutien à l'investissement local, je me suis permis à la fin du mois d'août de faire part, non pas par écrit, je l'avais déjà fait quelques jours avant, mais par une rencontre personnelle à la préfecture, au secrétaire général de la préfecture, du fait que nous avions une grosse attente au niveau de cette dotation de soutien à l'investissement local, et que j'étais extrêmement déçu sur cette année 2021 de voir cette dotation pas au rendez-vous sur des programmes d'investissement en cœur de ville. Voilà. Le secrétaire général de la préfecture m'a donné des informations la semaine passée, donc entre le moment où nous avons préparé ce budget supplémentaire et la semaine passée, en me disant que pour l'année 2022, il attribuerait une dotation beaucoup plus importante à la ville de Lormont, et que ça permettra ainsi de compenser, si j'ose dire, sur l'exercice 2022, les pertes que nous avons pu observer sur 2021. Ce qui permettra, dans le programme d'investissement, de pouvoir, notamment sur les dossiers concernant la protection, enfin le développement et la prise en compte des éléments énergétiques, de pouvoir également, sur le fil vert, mobiliser cette dotation en termes de subventions pour nous aider sur le programme d'investissement 2022. Voilà pour toutes les informations que je voulais vous donner et être totalement transparent. M. Gaillou, d'ailleurs, directeur général des services, a eu également des échanges, je le cherche, voilà, sur ce plan, et vous pouvez, il est à votre disposition pour vous donner les informations que le secrétaire général de la préfecture, M. Noël Dupérat, m'a donné oralement, et qui devrait en 2022 reprendre effectivement la part de la dotation qui ne nous a pas été attribuée alors que nous le souhaitions, et qui nous conduit à mobiliser un investissement, un emprunt en fin d'année pour compenser ainsi cette perte de subvention. Vous avez, mesdames, messieurs, toutes les informations possibles sur ce budget supplémentaire. Madame Roche-Chagnon. Alors, deux questions. Pourquoi une telle baisse en 2021 des financements des SIL, et pourquoi une... Pourquoi, pardon ? Pourquoi les fonds n'ont pas... Enfin, pourquoi la dotation de DSIL n'a pas été attribuée en 2021 ? Et pourquoi on en aura plus en 2022 ? Pour quelles raisons ? Pourquoi l'État n'a pas soutenu en 2021, à travers cette dotation de soutien à l'investissement local, les projets, les propositions que nous avions mis en avant? Ça, c'est une question que j'ai posée à l'État. Je pense qu'il y a eu sans doute une volonté, je dis ça sans avoir d'éléments précis, mais au niveau de l'État, d'utiliser ces soutiens à l'investissement. Peut-être, vous avez parlé de fragilisation de territoires ruraux et de fragilisation de territoires hors territoire politique de la ville. Je pense qu'il y a peut-être eu en 2021, correspondant un petit peu à l'ère du temps, un transfert d'un certain nombre de soutiens de l'État vers ces territoires-là. Mais comme je n'ai pas d'informations précises, et je n'ai pas à en avoir, puisque je rappelle que c'est une dotation de soutien à l'investissement qui est décidée par Madame la préfète. Voilà, donc alors le fait peut-être aussi que nous avons une bonne gestion financière, j'ose le dire, avec un autofinancement qui n'est pas forcément le cas de toutes les collectivités en Gironde, a peut-être conduit dans cette année 2021 à un soutien particulier sur des dossiers qui ont été jugés par l'État plus urgents que les nôtres. Voilà. Mais
Là, c'est de ma part des paroles verbales, si j'ose dire. Parce que je n'ai aucune ni compétence, ni bien évidemment, aucun droit de porter une appréciation sur des choix, puisque c'est une dotation qui est une dotation des crédits qui sont mis à la disposition par l'État des services préfectoraux et qui ensuite attribuent en fonction de... Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement préciser ce réajustement sur 2022 dans la délibération, puisqu'après elle est sur le site du conseil municipal, parce que c'est un peu brut dès qu'on lit qu'on va devoir solliciter des emprunts, parce qu'on n'a pas eu une dotation de la DSIL, peut-être qu'on pourrait éventuellement signaler ce réajustement sur 2022 pour que ça paraisse moins brut dès qu'on lit la... Nous le ferons en 2022, nous vous donnerons le détail effectivement de l'affectation de cette dotation sur 2022. Voilà. Mais vous avez une totale transparence sur tout ce qui est porté effectivement par l'État. D'autres questions sur ce budget supplémentaire? Madame Casanova. Non, c'était surtout pour dire un peu ce qu'on en pensait. C'est un budget, d'après ce qui est dit, un budget serré, qui ne permet pas d'augmentation de salaire, ni d'embauche indispensable, alors que le coût de la vie augmente sans cesse. Que l'inflation a dépassé les 2% et que le point de la fonction publique n'augmente pas depuis 2010. Donc, abstention pour moi. Merci, Madame Casanova. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Merci. Donc, au niveau du vote, qui vote ce budget supplémentaire? Qui s'abstient? Voilà. Une abstention? Pas. Vote contre? Le reste du conseil municipal vote ce budget supplémentaire? Elle a dit qu'elle s'abstenait, madame. Avec l'abstention de Madame Casanova, oui, mais j'avais bien pris en compte, excusez-moi surtout, voilà, donc, très bien, donc, nous prenons en compte voix contre, et puis l'abstention de Madame Casanova. Deuxième dossier que je me permets de présenter, puisque ça concerne la partie un petit peu budgétaire, les actes budgétaires télé transmission. Alors là, nous avons conventionné avec le service du contrôle de légalité de la préfecture pour faire en sorte que la télétransmission des délibérations et pièces annexes par la plateforme d'échange FAST. Et aujourd'hui, il faut étendre la nature des actes transmissibles à l'ensemble des documents budgétaires sous le format normé totem. C'est totalisation et enrichissement des maquettes. Vous voyez. Et donc, c'est un préalable pour l'évolution, préparer l'évolution de la nomenclature budgétaire de la M14 vers la M57, obligatoire en 2024. Voilà, donc il vous est proposé un avenant à la convention initiale de 2006 pour ajouter à la liste des actes transmissibles les documents budgétaires. Je m'excuse d'avoir été vraiment, vous donner l'impression d'être dans une bataille navale avec la M14 et la M57 et d'être passé de la plateforme d'échange FAST au format normé totem. Mais en fait, il s'agit simplement de l'élargissement des actes budgétaires par télétransmission aux documents budgétaires. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'objection sur ces éléments extrêmement techniques. Voilà, merci sur toute la partie budget. Nous passons maintenant à M. Philippe Cartemont sur le bilan de la concertation concernant l'approbation concernant le renouvellement urbain Carrier. Alors, c'est un... Oui, voilà. Allez, c'est parti. Oui, là, nous abordons avec cette délibération le volet concertation de ce vaste programme de rénovation urbaine, puisqu'en parallèle de à l'appui d'une AMO pluridisciplinaire mise en place par Bordeaux Métropole pour nous accompagner dans la conduite de ce programme de rénovation urbaine, la concertation des habitants, de ceux qui vivent le quartier, est essentielle. Nous avons défini ensemble, le 26 mars dernier, au sein de ce même conseil municipal, de nouvelles modalités de concertation, car celle-ci, qui avait débuté fin 2018, avait été interrompue en raison du contexte sanitaire. Vous avez dans le document joint à cette délibération les modalités du déroulement de cette concertation complètement détaillées. Dans ce cadre ont eu lieu une réunion publique, des réunions individuelles de concertation avec le centre social d'idées, le groupe médical Claude Bernard et le pharmacien Olvec, le conseil citoyen, le collectif Je suis Noir de Monde.
Il y a eu une réunion de quartier à Carrier, une réunion de concertation avec les commerçants, la mise en place de pages web au niveau de la ville et de Bordeaux Métropole, la mise en place de la maison du projet, la fabrique de Carrier, avec des demi-journées de permanence, la diffusion de la lettre d'information du programme de rénovation urbaine Carrier dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des Lormontais, la constitution et la mobilisation d'un panel citoyen, l'organisation et l'animation d'ateliers pédagogiques dans les écoles de Carrier, 2 diagnostics en marchant, 2 ateliers ouverts à tous les habitants. Et cette concertation préalable a été clôturée le 11 juin dernier. Le bilan de la concertation est joint en détail dans le document. Il fait apparaître principalement des observations dans les thématiques suivantes. Pour les paysages, espaces verts, les jeux, production alimentaire, aménagement du futur parc des Coteaux, il a été cité une alternative à la démolition du point d'animation Carrier, espéré avec la création d'un nouvel équipement collectif, le maintien d'une offre de city-stade, le souhait de création d'aires de jeu, le maintien et le développement de l'Oasis, le jardin partagé porté par Didier, et préserver et mettre en valeur un patrimoine végétal riche. Pour la partie transport, stationnement, plateforme de mobilité, des préoccupations concernant le stationnement et une attente concernant l'aménagement et la sécurisation des espaces extérieurs des résidences. Le lien est à renforcer entre le haut et le bas Carrier, des transports en commun à améliorer dans la partie basse du quartier, et un intérêt a été exprimé pour le développement de services et de commerces ambulants. Pour le logement, le cadre de vie, le lien social, il a été demandé des espaces de jeu plus nombreux pour les enfants, des équipements sportifs sur le quartier. Il a été cité un manque d'espaces de rencontre, une intervention nécessaire pour rendre le quartier plus propre, un fort attachement des habitants à leur logement, mais des bâtiments jugés en mauvais état. Les habitants désirent une réhabilitation et des typologies de logements à diversifier. Et enfin, dans le volet vie de quartier, équipement public, programmation culturelle, commerce et services, il a été cité un manque d'associations de grande proximité, peu de lieux pour se réunir, le manque d'une structure sportive ouverte, un manque de mobilier urbain pour les personnes âgées ou handicapées, un sentiment d'abandon pour les habitants du bas Carrier, un manque d'animation, la question de l'accessibilité des commerces et des services situés majoritairement dans le haut Carrier est également été citée. L'ensemble de ces expressions des habitants a donc alimenté le projet qui continue à évoluer en tenant compte des contributions de cette concertation. Voilà un dossier qui a été examiné en commission ville durable le 16 septembre 2021 et vous en avez tous les détails dans le dossier qui est joint à cette délibération. Des questions, des remarques sur... Oui, Madame Casanova. De vous parler. Oui. Non, c'était pour dire que je ne me prononce pas contre le bilan de cette concertation dont les chiffres parlent pourtant par eux-mêmes, que j'ai partagé avec des habitants. Il y a eu des registres sur Internet et à la mairie, enfin, ça a été dit, mais les avis recueillis sont très peu nombreux, et sans parler de l'assistance aux réunions et aux balades. Ils expriment cependant des réalités qui sont énoncées. Si les loyers sont peu chers à Carrier, en comparaison avec d'autres quartiers, les charges sont lourdes et le quartier demeure enclavé. Il manque des commerces, des lieux de réunion, de convivialité entre générations, des aires de jeu avec des bancs, des tiers-lieux qui ne soient pas bruyants. Dans le bas Carrier, en particulier, il n'y a même pas de distributeur de billets, de poste. Un bus 40 passe toutes les heures et aucun le dimanche, pour une population actuellement plutôt vieillissante, mais qui dépasse le millier de personnes largement. Avec la suppression d'une tournée de collecte de déchets ménagers par semaine, les ordures s'accumulent devant des containers devenus trop petits. La seule poste de Carrier a fermé. Les écoles ne manquent pas d'élèves, mais on construit encore et encore. Les services publics ne suivent pas l'augmentation de la population. Sans réponse matérielle, donc de moyens humains, qui ne relèvent pas que de la commune, mais qui relèvent de la collectivité en général, plus de conducteurs de bus, d'employés communaux, des broueurs, c'est valable aussi pour ce qu'on disait tout à l'heure concernant le train. Au moment où on démantèle la SNCF, des moyens économiques, comme l'investissement dans des services publics postaux, d'éducation, de médiation. Pour s'attaquer à tous ces problèmes, il sera difficile pour les habitants de voir en quoi le projet évolue en tenant compte des résultats de la concertation, comme conclut ce document.
Bien. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres observations? Il n'y en a pas. J'adhère à ce que vous dites sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes que nous avons dans tous les dispositifs de concertation, qu'il y a peu de participation. On a eu d'ailleurs le débat en métropole par rapport à d'autres dossiers en renouvellement urbain sur la rive droite et ailleurs, où toutes les difficultés sont la distance qu'il peut y avoir entre ce que nous portons et les habitants et la faiblesse, effectivement, des contributions. Voilà. C'est ma première remarque. Oui, juste, je voudrais terminer, Monsieur Fégas. Vas-y, vas-y. Oui. Oui. Oui, voilà. Mais alors, se pose en des termes beaucoup plus importants. Bien sûr. Et effectivement, on peut regarder au travers du document que l'on a. Bon, c'est vrai, la participation, elle est toujours délicate à ce que les gens prennent en compte leur propre quartier aussi. Bien sûr. Et je pense quand même que dans la mesure où le travail a été fait, il y a quand même des choses qui ressortent au travers des propositions des habitants. Oui, moi je voulais justement, on a évoqué en conseil de métropole ces difficultés globales au niveau de la concertation, pas d'ailleurs que sur les quartiers ou sur les secteurs politiques de la ville. On voit bien aujourd'hui combien la tâche est difficile. Deuxième point, je vais dans votre continuité également. Il y en a peu qui se sont exprimés et qui ont un regard sur les difficultés, qui sont réelles, que l'on ne nie pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la colonne solution. C'est ma deuxième remarque. Ma troisième, quand même, il y a des éléments extrêmement positifs. C'est que quand j'observe aujourd'hui que dans les opérations de renouvellement urbain, une majorité des habitants de Carrier veulent rester à Carrier, et que l'un des points forts du renouvellement de Carrier, c'est qu'on reconstruit la piscine. Bon, il faut peut-être aussi tempérer, si j'ose dire, des expressions qui sont des expressions qui peuvent être très minoritaires par rapport à ce qui est vécu. Parce que Carrier, on ne part pas de rien. Le désenclavement, on y a travaillé avec le tramway, l'élargissement sous le pont SNCF, un pont, 2 pôles éducatifs. Je voudrais souligner que, contrairement à ce que vous pouvez parfois penser, mon inquiétude n'est pas dans le fait que l'on n'arriverait pas à prendre en compte les enfants dans les établissements scolaires, puisque nous avons à la rentrée de 2021 une diminution en maternelle, une diminution en élémentaire, et que les perspectives sur Carrier doivent nous conduire à nous mobiliser, au contraire, pour faire en sorte qu'on n'ait pas dans l'avenir des difficultés de fermeture de classe liées à des opérations de renouvellement et une baisse de démographie sur le quartier. Et qu'au contraire, ce que nous portons au niveau de la ville, dans les différents développements des quartiers, permet de préserver la qualité, justement, de la cité éducative et la qualité de ce que nous portons ensemble. Et donc, il y a aussi toute une série d'éléments qu'il faut également mettre en avant sur le renouvellement urbain de Carrier, quartier que je connais bien, sur les difficultés pour faire vivre des commerces en bas de Carrier. C'est pour cela qu'ont été mis en avant en termes de solutions sur les questions de mobilité, puisque c'est une colline des plateformes de mobilité reliant le haut et le bas, puisque c'est une difficulté qui date de l'origine du quartier de Carrier, et que nous sommes effectivement mobilisés sur comment on apporte des réponses concrètes et opérationnelles. Et pour ma part, je suis absolument très attentif à ce qui peut être mis en avant comme solution, contribution permettant effectivement de faire en sorte que cette phase 2 du renouvellement urbain de Carrier, qui porte d'ailleurs en très grande partie sur le logement, parce que c'est l'un des points forts. Carrier, piscine, pôles éducatifs, oui, on peut travailler sur des jeux, on peut travailler sur des aménagements d'espace, mais on ne changera pas la colline, on ne changera pas la réalité du quartier, un petit peu plus de mixité, même si certains ici sont en distance par rapport à ça, me semble important. Mixité pour éviter d'avoir 99% de logement social sur Carrier. 99%. Voilà. Donc la mixité, moi je la porte. Et je dis que dans les opérations de renouvellement urbain de Carrier, le courage, c'est de dire qu'il faut davantage de mixité et de mélange. Et après, traiter
un certain nombre d'éléments, avec une concertation très minoritaire par rapport au nombre d'habitants de Carrier. Ici, comme à Sèges, tu as raison, Jean-Claude, comme à Dravemont, comme à Palmer, comme on le sait tous, la distance qui s'est créée et qui peut se créer entre les populations et puis ce que nous portons pour essayer d'améliorer des situations qui sont... voilà. Mais la reconstruction, par exemple, de la piscine municipale, c'est d'ailleurs intéressant d'observer aujourd'hui, de faire une étude sur quels sont les habitants de Carrier qui vont à la piscine municipale, qui fonctionne, qui en bénéficient de l'équipement, au moment où on va faire un équipement phare pour toute la ville sur ce territoire-là. Hein, c'est par exemple des éléments qui sont importants. Voilà sur ce bilan de la concertation. Mais ce qui est positif quand même, c'est qu'une majorité des habitants de Carrier veulent rester à Carrier. Et ça, c'est intéressant. Y a-t-il sur ce bilan de concertation des positionnements différents? Non. Syndicat départemental d'énergie électrique, le SDEG. Oui. Lors de sa réunion du 24 juin 2021, le comité syndical du SDEG a approuvé une modification de ses statuts et en tant qu'adhérents, nous devons nous prononcer sur ce texte. Le projet de statut modifié du SDEG a pour objectif principal de modifier la dénomination du syndicat en syndicat départemental d'énergie et d'environnement de la Gironde, ce qui permettra de refléter l'intégralité des compétences du SDEG et non l'unique compétence électrique, de mettre en conformité les statuts avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, de préciser le cadre des compétences exercées et de s'adapter à la nouvelle législation en matière d'envoi dématérialisé des convocations. Les évolutions sur les compétences concernent la distribution d'électricité et le gaz, l'éclairage public, l'achat et la vente d'énergie, la transition énergétique et écologique, la défense extérieure contre l'incendie, l'urbanisme et le foncier et le système d'information géographique. Nous avons étudié ce sujet dans la commission ville durable du 16 septembre dernier. Oui. Ah pardon, madame. Pour vous entendez là, oui. Ah, c'est ça. Pour le groupe écologiste de Lormont, le groupe comprend que dans l'arrêté, il s'agit en tant que commune membre de valider le changement de nom qui prend en compte les nouvelles missions que ce syndicat s'alloue. Oui. Alors, nous sommes juste un peu perplexes sur les intentions des instances de ce syndicat, mais comme rien n'indique d'obligation à passer par lui pour être accompagné, nous voterons pour et précisons que nous serons vigilants. Non que nous doutions du bien fondé d'un tel regroupement syndical, mais les nouvelles missions dont le syndicat s'empare ne doivent pas être imposées aux communes et aux collectivités adhérentes. Le syndicat reste dans son fonctionnement un prestataire payant et donc doit rester un prestataire soumis aux appels d'offres. Par ailleurs, sur les missions de développement durable, les équipes de cette structure devront faire leurs preuves. Des services communautaires ou municipaux ont déjà acquis des compétences en interne et il ne peut être question d'imposer des prestations payantes à des collectivités qui ont déjà les compétences. Je vous remercie. Non, mais sur cette question, en fait, c'est des compétences. Il faut bien avoir en tête que le SDEG intervient pour la grande majorité des communes de l'ensemble du département de la Gironde. C'est un centre de ressources extrêmement important. Et lors de la dernière Assemblée générale, on a vu combien leurs actions étaient essentielles dans l'accompagnement de communes qui n'ont pas souvent les ressources dont peut disposer une commune comme la nôtre, voire la métropole. C'est très important. La modification de statut vise à officialiser des accompagnements qui, dans les faits, étaient déjà demandés par les communes. C'était déjà une évolution. C'est comme ça qu'il faut le... Et depuis, je ne connais pas la date de création du SDEG, mais enfin, c'est plusieurs décennies. Et cette structure a largement fait ses preuves dans cet accompagnement. Voilà ce que je voulais apporter en conséquence. Mais il y a à disposition les comptes rendus d'Assemblée générale qui peuvent détailler tous ces éléments et qui te permettront d'avoir une vision dessus. Voilà. Chaque commune a la totale liberté
de bénéficier ou pas, de choisir de bénéficier ou pas de ces services. Hein, c'est un centre de ressources, je le répète, extrêmement important. Très bien, avec ces compléments d'information, Madame Casanova. Alors, oui, j'ai été lire la plaquette de présentation du syndicat, donc elle a refondu. Achat d'énergie, partager l'énergie, attitude. Bien acheter, c'est économiser l'argent public. Donc ce n'est pas un dépliant publicitaire, mais un extrait de la présentation du nouveau syndicat aux collectivités. Ce syndicat, donc créé en 1937, donc à une époque où la classe ouvrière avait fait reculer le patronat avec l'immense grève générale de 1936, mais où il y avait eu aussi des reculs, il y avait eu besoin de céder à l'État la distribution de l'électricité et puis du gaz. Mais depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle législation des marchés de l'énergie a conduit à l'ouverture à la concurrence des sites de consommation pour le gaz naturel et le 1er janvier 2016 pour l'électricité. Cela entraînera d'ailleurs, on le constate tous, la fin programmée des tarifs réglementés de vente de l'électricité puis du gaz. Le syndicat se dit soucieux d'accompagner les communes de Gironde dans le cadre de l'ouverture des marchés d'énergie. Et pour ce faire, je cite toujours leur texte, le syndicat départemental s'est associé au syndicat d'énergie de la Nouvelle-Aquitaine pour constituer un groupement de commandes d'achat d'électricité et de gaz ouvert à tout organisme d'utilité publique. En mutualisant les achats d'énergie, l'objectif poursuivi est de faire pleinement jouer la concurrence afin d'obtenir des prix attractifs ainsi qu'une bonne qualité de service. On voit aujourd'hui avec la hausse, aujourd'hui même, de 12,6% du gaz qui succède à celle de 50% depuis janvier, à quoi a conduit cette ouverture à la concurrence censée permettre plus de choix et de meilleurs tarifs de l'énergie. On l'a vu aussi avec la pose de compteurs Linky, à laquelle le syndicat adhère, et en dépit de nombreux usagers. Voilà, donc je m'abstiendrai. Donc nous prenons acte de l'abstention et puis du vote, voilà. Mme Casanova, vous avez mis de l'électricité dans le gaz, dans votre déclaration. Oui. Jean-Claude? Oui. M. Jean-Claude Feugas a besoin peut-être rester à proximité parce que... Il faut quand même aussi noter à l'Assemblée générale que le SDEC, à l'unanimité, a voté une motion contre le projet Hercule, et ce qui est devenu maintenant le grand projet EDF. Voilà. Non, mais là, il s'agit des statuts de façon générale avec voilà, et la vigilance et d'autre part les observations qui ont été mises en avant. Très bien, nous passons maintenant à l'esplanade François Mitterrand. Le plan de financement prévisionnel, l'actualisation, c'est les fonds européens qui sont mobilisés en compensation des fonds d'État. Bien sûr, c'est ce qui justifie le passage dans ce conseil municipal. Nous devons prendre en compte donc, ce qui a été abordé tout à l'heure par Monsieur le maire, c'est la demande de subvention auprès de la dotation de soutien à l'investissement local qui n'a pas été retenue. Par contre, dans le cadre de la préparation du dossier de demande de subvention auprès des fonds européens, du FEDER, est apparue la possibilité de bénéficier d'une aide plus importante qu'initialement prévue, au vu de l'assiette subventionnable du projet et des crédits FEDER disponibles. Il vous est donc proposé d'actualiser le plan de financement, que nous avons déjà abordé plusieurs fois, comme le détaille le tableau ci-joint, afin notamment de pouvoir solliciter le FEDER pour une subvention de 450 000 € au lieu des 390 000 € initialement demandés, ce qui porte la participation de la ville de Lormont à 40%, soit 488 755 € sur un total de 1 238 755. Voilà, la totalité des travaux que vous voyez ici, là, qui sont le chantier des temps pas terminés, représentent effectivement la somme totale de 1 238 755 € et la ville de Lormont y participera à hauteur de 40%. Voilà un petit peu après la bataille que nous avons menée et que nous menons pour essayer d'obtenir des subventions partout. On a évoqué la dotation de soutien à l'investissement local et comme on ne l'a pas eu, on corrige avec des fonds européens parce que je remercie la région de nous avoir aidés pour obtenir des fonds européens permettant de compenser en partie les difficultés auxquelles j'ai fait allusion. Pas de remarques, pas d'observations pour recevoir ces fonds européens. Le programme d'intérêt général, l'aide au financement des travaux, M. Jean-Noël Goetz.
Comme à chaque conseil municipal, c'est Jean-Noël qui est le spécialiste du PIC. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat à renouvellement urbain et l'opération de restauration immobilière qui a permis de lutter contre le mal logement et de procéder au versement des subventions pour des aides aux travaux aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs se poursuit à travers le programme d'intérêt général, le PIC 3, le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, nous avons un dossier concernant la précarité énergétique et 2 dossiers concernant l'adaptation au vieillissement et le maintien à domicile. Concernant l'énergie, c'est aux 5 hameaux des 4 pavillons, donc à Génicard, montant des travaux 30 286,39, participation de la ville demandée 3 000 €. Pour l'adaptation, 2 adresses aux 3 allées Léo Ferré pour un montant de 8 983,42 €, participation demandée 816,60 €, et le 8 rue Géo-André, montant des travaux 9 431,40 € et participation de la ville demandée 1 286,10 €, soit un total de 5 102,70 €. Il est donc demandé au conseil municipal de valider l'attribution des aides financières aux propriétaires occupants, d'autoriser monsieur le maire à verser les aides au financement de travaux dans le cadre du PIC 3. Ce dossier a été examiné par la commission Ville Durable le 16 septembre 2021. Voilà, donc 3 dossiers en soutien, avec les soutiens à côté des autres partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cela concerne effectivement plusieurs quartiers de la ville. Donc ces aides dans le cadre du PIC 3 concernent l'ensemble du patrimoine individuel dans la ville. Très bien. Pas de remarques, pas d'observations, nous sommes d'accord. Nous passons maintenant au budget participatif avec les projets retenus à la suite du travail du comité de sélection. Madame Yasmina Boulta. Oui, monsieur le maire, chers collègues, merci. Donc, comme vous le savez, nous avons voté à un conseil municipal précédent la création d'un budget participatif permettant aux remontées âgées de 6 ans et de plus donc, de proposer des projets d'investissement. Une enveloppe de 120 000 € a été donc retenue dans le budget 2021. Ainsi, donc, dans le cadre de cette première édition de budget participatif, donc 38 projets ou idées ont été soumis. Les 21 projets qui se sont avérés donc éligibles ont été présentés aux membres du comité de sélection, donc composé d'habitants, de représentants du conseil des sages, d'élus de quartier. Et donc ce comité de sélection s'est réuni le 7 juillet dernier pour donc choisir les projets donc, qui vont être réalisés. Donc les 11 projets qui vous sont proposés, les 11 projets retenus et qui vous sont proposés aujourd'hui, vous avez le tableau qui présente donc ces projets. Donc vous avez des aires de jeu, donc à Lissandre notamment, un jeu de marelle qui est proposé au quartier de la Ramade. Donc les différentes propositions, vous les avez sous les yeux. Le descriptif plus précis de chacun d'entre eux vous est proposé en annexe. Et donc le coût estimé pour les mettre en œuvre est légèrement inférieur à l'enveloppe donc globale consacrée, qui est donc de 120 000 €. Et donc ce coût donc est estimé à 119 450 €. Les crédits nécessaires ont été votés dans la section d'investissement du budget 2021, comme je vous l'ai indiqué au préalable. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la réalisation des projets retenus par le comité de sélection, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de ces derniers. Et ce dossier donc a été examiné par la commission Ville Vivante le 29 septembre dernier. Voilà, chers collègues. Voilà, avec un gros travail donc du comité de sélection, un certain engouement quand même pour ces budgets participatifs, ce qui est intéressant, parce qu'on est quand même dans l'innovation, un équilibre en ce qui concerne les quartiers, puisque chaque quartier va pouvoir bénéficier, on a évoqué tout à l'heure sur Carrier, des aires de jeu, un travail également sur Lissandre. Vous avez la liste, je ne la reprends pas, mais je vois des boîtes aux livres, des jardins partagés. Voilà, c'est me semble-t-il extrêmement intéressant.
dans le cadre de la démarche. Et ce que l'on a pu observer, c'est que cette envie qui est donnée à travers ces budgets participatifs nous permettra sur 2022, je le crois également, de pouvoir porter également un certain nombre de projets portés par les habitants. Voilà ce que je peux ajouter sur ces budgets participatifs. Nous avions dégagé une enveloppe de 120 000 € et vous voyez qu'elle est bien utilisée, bien consommée. Pas de remarques, pas d'observations? Si, Madame Casanova. C'est pas les choix qui sont faits qui sont problématiques, d'autant plus que les gens ont été un petit peu associés, mais c'est le peu de moyens qu'il y a quand même si l'enveloppe elle est remplie, parce que quand voilà, il n'y a pas de moyens réels actuellement, et donc moi je vais m'abstenir, hein, même si c'est pas par rapport au projet. Hein. Non, c'est pour l'enveloppe bien sûr, mais vous imaginez que je souhaiterais avoir une enveloppe beaucoup plus importante. Les collègues qui travaillent sur le dossier également, mais que des éléments d'équilibre, on a traité le budget supplémentaire, me conduisent à limiter l'enveloppe et à faire en sorte quand même que tous ces projets, parce qu'ils sont votés, mais ensuite il y a la partie opérationnelle et réalisation. Ouais. J'insiste sur cela. Parce que voilà, il faudra également que l'on regarde de très près ce qui est voté en 2021 et ce qui se réalise très concrètement. Là, on va en décembre redégager une enveloppe sur le budget 2022, mais il faudra quand même être vigilant sur les réalisations de ces projets portés par les habitants et sur lesquels ils doivent s'impliquer également sur la réalisation. Voilà, merci. Pas de remarques, pas d'observation. Une abstention, donc, de Madame Casanova. Madame Jannick Morat, le contrat d'apprentissage, la création d'un poste. Voilà, sur le contrat d'apprentissage. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de la création d'un poste d'apprenti. Notre ville est très impliquée dans la politique en faveur de la jeunesse et s'attache à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes par la formation diplômante et par l'acquisition d'une expérience professionnelle significative. Ainsi, elle accueille chaque année entre 150 et 180 stagiaires de tout niveau scolaire et peut, selon les besoins exprimés par les services, recruter des jeunes en contrat d'apprentissage. Ainsi, ce soir, il vous est proposé la création d'un poste en contrat d'apprentissage pour l'année scolaire 2021-2022 au service communication. Les missions porteront sur des travaux de communication générale et de l'événementiel. Le contrat serait fixé pour une durée de 2 ans en vue de l'obtention d'un titre RNCP niveau 7, manager du marketing et de la stratégie commerciale, spécialité marketing, événementiel et relations publiques. Je voudrais aussi rajouter que la collectivité n'est pas tenue de recruter l'apprenti au terme des 2 ans. Ce dossier est examiné par le comité technique du 28 septembre 2021 et par la commission Affaires générales du 30 septembre. Pas de remarques, pas d'observations. Madame Casanova, oui. C'était pour dire que pour nous, l'apprentissage doit être une transmission de savoir d'un travailleur à un jeune gagnant de quoi subvenir correctement à ses besoins et à ses désirs pendant qu'il étudie son métier auprès de son tuteur ou de sa tutrice. Et une fois formé, il ou elle connaît le collectif et le lieu de travail pour y être embauché s'il le souhaite. La création d'un poste d'apprenti n'est pas la création d'un poste de travail, mais la possibilité, comme ça vient d'être dit, de prendre un apprenti après apprenti sur ce poste d'apprenti. Ne me dites pas que tous les apprentis veulent partir une fois leur apprentissage terminé. Ils peuvent se lier au personnel avec lequel ils travaillent, ils peuvent avoir envie de prolonger justement leur éducation et leur métier avec leurs tuteurs et avec leurs collègues. Ils ont plutôt envie d'en finir avec un contrat précaire et avec les bas salaires. Donc je m'abstiendrai. Très bien. Donc abstention de Madame Casanova. Pas d'autres remarques sur ce contrat? Merci. Nous passons maintenant, et Grégory Faucon va le présenter, à une délibération importante, puisque là, on instaure une taxe, donc sur les friches commerciales. Et c'est moi qui la propose en tant que maire. Voilà. Une taxe supplémentaire. Monsieur le maire, chers collègues, dans le triple objectif de lutter contre le phénomène de rétention foncière délibérée, de permettre la remise sur le marché de locaux vacants et de maîtriser les loyers devenus trop élevés dans certaines zones commerciales, il est proposé d'instaurer sur la commune la taxe sur les friches commerciales,
tel que prévu dans les conditions de l'article 1530 du Code général des impôts. Cet article prévoit que la taxe est due pour les locaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés sur cette période. La ville doit communiquer chaque année aux services fiscaux avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition la liste des locaux susceptibles d'être concernés par la taxe. Le montant de la taxe correspond à un taux appliqué sur la valeur locative du local servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux légal est fixé à 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième, 20% la troisième. Il peut être majoré du double selon la volonté de la commune. Ainsi, suite à l'examen de ce dossier par la commission Ville Inclusive du 20 septembre dernier et conformément à son avis, il est proposé d'appliquer cette majoration, conduisant ainsi au taux de 20% la première année, 30% la deuxième et 40% la troisième. Attention néanmoins, la taxe n'est pas due si le propriétaire démontre que l'absence d'exploitation du local est indépendante de sa volonté. Voilà, il s'agit en fait, comme Grégory vient de l'évoquer, de taxer et de conduire les propriétaires de locaux qui peuvent ainsi permettre l'implantation d'entreprises, le développement d'emplois, etc., de se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait des projets dans ces locaux-là. Pourquoi cette disposition? Parce que vous avez aujourd'hui, pour des raisons liées souvent à des éléments de fiscalité, un certain nombre de propriétaires de locaux, parfois devant des stations de tramway, qui bougent plus, il ne se passe rien. N'encaissant pas de loyer ou de recettes, il n'y a aucun prélèvement fiscal sur leurs ressources et ont tout intérêt à ne pas mettre en mouvement leurs locaux. Et donc, nous allons voir sur l'instauration de cette taxe comment un certain nombre de friches commerciales peuvent ainsi s'ouvrir au développement. Et je pense que dans une ville comme la nôtre ou dans beaucoup d'autres villes, on a intérêt à être plus qu'incitatif sur ces attitudes spéculatives. Et donc, c'est quelque part un point qui nous permet de pouvoir ainsi faire passer message. Oui, Madame Rejanu. Est-ce qu'on pourrait peut-être préciser les critères d'exemption pour les propriétaires qui n'exploitent pas le local pour des raisons indépendantes de leur volonté? Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qui va juger de ça? Voilà. On va approfondir ce point-là. Il ne s'agit pas effectivement, il peut y avoir telle ou telle situation particulière, mais d'une façon globale, je pense que on le voit sur les locaux que l'on a repérés. Il n'y a aucune raison, si ce n'est celle que j'ai mis en avant, qui font qu'il ne peut pas y avoir d'activités mises en place. Voilà. Pour regarder par exemple la Carrier devant la station de tramway, vous avez des locaux disponibles depuis des années et une société parisienne qui ne bouge pas parce qu'elle attend un retour à je ne sais combien de pourcentage des actionnaires, je ne sais. Donc c'est évident que dans certains centres commerciaux, on voit beaucoup de locaux vacants. En se disant, mais voyons, on est d'accord. Donc, je pense que c'est un message que nous voulons faire passer dans la ville sur le fait que nous sommes surtout intéressés par l'emploi, par le développement économique et par les activités en direction des familles. Et que nous ne sommes pas intéressés pour observer ou des locaux ou des biens dont on attend, en spéculant sur ce que l'action publique peut apporter pour valoriser le bien sans que l'actionnaire, ou je ne sais, ne bouge tout particulièrement. Voilà. Donc c'est vraiment un dispositif extrêmement incitatif.
Puis-je considérer qu'il y a unanimité sur le vote de cette disposition? Eh bien, je vous en remercie. Nous passons maintenant à l'association d'idées, la convention d'objectifs, l'avenant numéro 3, M. Stéphane Pérez-Dipéré. Je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Notre ville soutient chaque année, aux côtés des autres partenaires financeurs que sont le département de la Gironde et la CAF, l'association qui porte les 2 centres sociaux, Génicard et Carrier. En délibération du 11 décembre 2020, la ville de Lormont a accordé pour 2021 une subvention de 180 000 €. Les difficultés de gouvernance, de fonctionnement et de gestion que l'association a rencontrées en 2020 et 2021, comme vous l'a évoqué, Monsieur le maire, lorsque l'on a examiné l'EBS, ont entraîné une fragilisation de sa situation financière. Celle-ci justifie une intervention de la ville sous la forme d'une subvention complémentaire afin de terminer cet exercice 2021 sans compromettre la continuité des activités et services offerts aux habitantes et habitants. Au cours de la réunion de la commission permanente des centres sociaux, qui s'est tenue le 14 septembre 2021, il a ainsi été convenu que la ville accorde une subvention complémentaire exceptionnelle de 22 000 € pour aider l'association à faire face à ces difficultés. Il est donc nécessaire de procéder à l'élaboration d'un avenant à la convention d'objectifs afin de permettre le versement de cette subvention. Cet avenant précise le montant de la subvention allouée par la ville à l'association. Il nous est donc demandé d'approuver les termes de l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs d'idées 2020-2022 et autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention si annexé. Ce dossier a été examiné en commission ville épanouie le 21 septembre 2021. Oui, Madame Rochenieux, pardon. Pour signaler un vote contre sur cette aide supplémentaire, qui s'apparente, à notre sens, à une prime à la mauvaise gestion. Donc voilà, nous nous opposerons à cette aide. Bien. Madame Casanova? Oui, moi je vais m'abstenir parce que j'ai compris que cette subvention servirait à payer en particulier le licenciement du directeur, dont j'ignore la raison. Voilà. Très bien, oui, cette subvention qui est une subvention que j'évoquais en budget supplémentaire est une subvention qui permet à l'association d'idées d'assumer avec sa trésorerie les difficultés qu'elle a connues tout au long de l'année 2020-2021 et qui ont conduit effectivement par des décisions qui sont des décisions internes à l'association, qui ne concerne pas, même si nous avons fait passer avec les cofinanceurs un message permettant d'éviter tout conflit ou toute difficulté, oui, effectivement, il s'agit d'une dotation permettant de prendre en compte ces difficultés internes à l'association et ceci ne peut en aucun cas être nié. C'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons actuellement sur la mise en place d'un EPA, un établissement public administratif, pour stabiliser le plus possible ce fonctionnement sur les centres sociaux. Pour faire simple, vous en conviendrez avec moi, des années d'efforts pour réaliser Brassens-Camus, c'est sûrement pas pour constater aujourd'hui ce que nous constatons ensemble sur un licenciement de directeur, des difficultés internes à l'association et la ville qui vient ainsi pour essayer d'apporter une contribution sur une situation sur laquelle elle n'a aucune responsabilité, c'est une évidence, et elle travaille, la ville, parallèlement à la construction d'un outil permettant effectivement de stabiliser, si j'ose dire, de faire en sorte que les agréments sur Carrier et sur Génicard puissent être portés et que l'ensemble de ces centres sociaux puissent trouver le rayonnement que l'équipement que nous avons et que les investissements que nous avons portés puissent effectivement atteindre les objectifs qui sont effectivement les nôtres et partagés. Voilà. Donc, comme nous ne sommes pas dans la politique du pire, mais au contraire pour essayer d'aider les sorties de crise, c'est pour cela qu'il vous est proposé d'accompagner cette sortie de crise.
Voilà, mais en prenant en compte effectivement les deux votes contraires. Donc, voilà. C'est abstention ou vote contre? Abstention et vous? Vote contre. Voilà. Voilà pour l'association d'idées. Nous passons maintenant à la médiathèque du Bois-Fleuri, au pilon 2021. Oui, monsieur le maire, que nous avons évoqué lors d'un précédent conseil. Donc, ce pilon, nommé ainsi, a eu lieu donc le 28 août 2021 et a permis, avec la vente des livres, CD, DVD, d'avoir un montant de 1067 €. Nous avons pensé à une affectation de cette somme à une association que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'association En Scène. Et c'est ce que nous vous soumettons aujourd'hui. En effet, cette association, très impliquée sur notre ville, promeut les arts de la scène sous toutes ses formes, prolonge les enseignements artistiques de notre EMMDT par la découverte du spectacle vivant et la rencontre des artistes, soutient l'organisation de stages, concours au sein de l'EMMDT, permet l'élaboration de projets artistiques originaux sur la ville, comme à l'extérieur de notre commune, et aide à la logistique des activités de cette association. Pour information, cette association rassemble les professeurs, élèves et familles de l'EMMDT. Il nous est donc demandé d'autoriser le versement, si vous en êtes d'accord, de la recette de 1067 € au crédit de l'association En Scène, domicilié espace culturel du Bois-Fleuri, place du 8 mai 1945 à Lormont. L'association En Scène présente toutes les garanties de fiabilité. Ce dossier a été examiné par la commission Ville épanouie le 21 septembre 2021. Pas de problème pour verser ce pilon à l'association ancienne. Pas d'objection. Je vous en remercie. Et nous passons à une délibération maintenant traditionnelle depuis 4 ans, le concours national de jeunes trompettistes. Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement un concours qui a eu lieu en 2016, 2018 et 2020, a rencontré un succès, si vous y avez assisté ou en avez été informé. Et donc, notre MMDT propose une organisation du 4e concours national de trompette en janvier 2022. Pour complément, il s'agit du seul concours national de trompette en France. Ce projet valorisant pour notre ville regroupera, si vous en êtes d'accord, 80 jeunes trompettistes maximum, âgés de 7 à 24 ans, venus de toute la France, qui concourront sur un programme imposé devant des jurys renommés. Les candidats seront répartis en 5 catégories, que je vous nomme, car les noms sont sympas. Trompettissimo, 10 ans maximum. Cuivre, 12 ans maximum, bronze, 16 ans maximum, argent, 19 ans maximum et or, 24 ans maximum. La manifestation se déroulera sur 2 jours, les samedis 22 et dimanche 23 janvier 2022. Les épreuves auront lieu en journée. Un concert sera organisé le samedi soir et tous les participants se produiront le dimanche à l'issue de la cérémonie de remise des prix. Le financement du 4e concours national de trompette de Lormont sera assuré par le budget courant 2022 de l'EMMDT et les partenaires historiques. Il s'agit donc aujourd'hui d'approuver le règlement intérieur de ce fameux concours que vous avez eu donc en annexe. Et ce dossier a été examiné en commission Ville épanouie le 21 septembre 2021. Pas de remarques, pas d'observation sur le concours des trompettes? Je précise que des trompettistes de notre ville y participeront, bien sûr. Ça va de soi, ça va de soi. Ensuite, oui, une disposition concernant le concert du 13 juillet que nous avons été amenés à annuler et à travailler sur le transfert du feu d'artifice que j'évoquais en début de séance. Stéphane Pérez-Dipéré. Oui, monsieur le maire. Donc là, il s'agit effectivement uniquement de la part concert de ce qui aurait dû se passer pour la fête nationale. Le concert donc du groupe ECHO prévu en juillet 2020 d'abord et reporté en juillet 2021 n'a pas pu avoir lieu pour cause de météo défavorable. Cette annulation ayant par nature été prononcée très tardivement, la compagnie avait déjà engagé des frais. La pluie n'est pas considérée comme un cas de force majeure. Toutefois, dans la convention qui nous unit au contrat avec ces compagnies, il est précisé effectivement un dédommagement en cas d'annulation de dernière minute, ce qui est le cas. Étant donné que la crise sanitaire depuis mars 2020 a fortement impacté l'activité des artistes, la ville souhaite apporter son soutien, comme elle l'a déjà fait
depuis à cette compagnie, en tout cas, en particulier à titre exceptionnel, même si cette annulation n'a pas pour cause directe les conditions sanitaires que nous connaissons. Il nous est donc, nous vous proposons donc de reporter le concert ECHO en juillet 2022, ce qui est possible pour eux, et indemniser cet opérateur à hauteur de 50% du prix, à savoir 1 417,70 € TTC. Le taux de cette indemnisation correspond aux frais engagés par le groupe en cohérence avec les délibérations prises lors des conseils municipaux des 11 décembre 2020 et 3 mars 2021 pour 8 opérateurs culturels dans le cadre de la crise Covid. Ce dossier a été examiné par la commission Ville épanouie le 21 septembre 2020 et correspond pleinement à notre démarche d'accompagnement du milieu artistique. Pas de remarques, pas d'observations. On applique en fait ce que nous avions décidé sur l'accompagnement durant cette période de crise du monde culturel et artistique. Nous passons maintenant à la création d'un terrain synthétique au stade Saillot. Monsieur Olivier Martin. Oui, bonsoir à tous. Donc, le projet de transformation du terrain en herbe de Saillot Honneur en terrain synthétique à vocation rugby permettra une plus grande exploitation par nos clubs et nos scolaires, car son utilisation ne sera pas dépendante des conditions météorologiques. Ainsi, il est proposé d'approuver le projet de construction du terrain synthétique sur Saillot, de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions auprès des partenaires financeurs potentiels. Au niveau du plan de financement prévisionnel, on est sur des dépenses sur les travaux à 1 100 000 €, une maîtrise d'œuvre de 33 600 € pour un total des dépenses d'1 133 600 €. Avec des recettes, donc on sollicite le département à hauteur de 240 000 €. On sollicite aussi l'ANS, l'Agence nationale du sport, pour un montant de 220 000 €. Et donc un autofinancement du maître d'ouvrage de 673 600 €. Voilà pour arriver à l'équilibre sur les dépenses. Ce dossier a été examiné en commission Ville épanouie le 21 septembre 2021. Voilà, c'est un dossier important qui va nous permettre comme cela de donner à ce terrain Saillot numéro 1 un objectif à la fois sur une utilisation beaucoup plus intense sur le tissu scolaire pour le rugby, mais également pour le football, et puis de donner ainsi la possibilité ensuite de travailler sur la réhabilitation du stade du Gary qui suivra. On en est au stade, bien sûr, du montage financier pour l'instant. Pas de remarques, pas d'observations. Le syndicat intercommunal de la Maison des syndicats de la Presqu'île refuse du retrait de la commune d'Ambès. C'est moi qui rapporte cela. Allez, excusez, bon. Le conseil syndical de la Maison des syndicats, qui a été réuni le 1er juillet 2021, a donné un avis défavorable à la demande de la ville d'Ambès qui souhaitait se retirer de ce syndicat. Alors j'approuve tout à fait les communes qui se sont opposées au fait qu'une commune puisse se retirer ainsi de cette maison des syndicats, tout simplement parce que cette maison des syndicats elle joue un rôle extrêmement important et que si elle s'est constituée, c'est justement parce que les communes de la rive droite ont souhaité donner aux syndicats une maison et une place permettant effectivement l'expression des salariés, etc., etc. Et aujourd'hui, sans doute pour des raisons particulière à la commune d'Ambès, cette commune souhaite s'en dégager et comme les autres communes membres du syndicat, nous souhaitons effectivement que tout le monde reste solidaire dans le cadre de la constitution de cette maison. Y a-t-il des remarques? Madame Casanova. Alors l'Union locale CGT de la Presqu'île, qui vient de finir son congrès, commencé salle Camus hier, et elle remercie la commune d'ailleurs, à la maison des syndicats de Bassens aujourd'hui, a répondu à M. Rubio, le président donc, du conseil syndical et le maire de Bassens, qu'elle désapprouvait le retrait de la ville d'Ambès. Des militants sont allés informer par voie de tract la population ambésienne que leur maire avait affirmé qu'il n'avait pas besoin de l'aide juridique des syndicats CGT Faux Transport qui est apportée gratuitement aux salariés de toutes les petites aux plus grandes entreprises de la zone. Il a dit qu'il n'avait qu'à prendre des avocats. Et il n'y a pas de local syndical dans sa mairie. C'est une atteinte aux droits de tous ces travailleurs. Au moment où des ruptures conventionnelles se multiplient, où les licenciements explosent, où les clubs des entreprises ne manquent pas d'aide publique pour permettre au monde patronal d'être conseillé et assisté, la lutte des syndicalistes est encouragée.
Donc nous sommes tous d'accord pour refuser le retrait de la commune d'Ambès dans ce conseil municipal. Dès l'instant où, voilà. Pas de remarques, pas d'observations, je vous en remercie. Et vous avez, en conclusion de ce conseil municipal, l'information sur alors, toutes les dispositions ponctuelles que nous sommes amenés à prendre et que nous avons avec, bon, s'il y a des questions particulières, vous me les posez, vous les posez à moi-même, vous demandez au monsieur le directeur général des services et bien évidemment, vous aurez toutes les informations souhaitables et souhaitées. Vraiment, je vous remercie de la qualité de nos échanges. J'espère que la prochaine séance du conseil municipal, nous pourrons la faire dans l'hôtel de ville, parce que c'est vrai que bon, on aime bien retrouver nos marques. Voilà, et puis je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Merci.